Bonjour, on se regarde toujours pour savoir qui va dire en premier. Comment bonjour. ça va les gars? Ça va Manuel? Ça va très bien. Attendez, parce que je crois que Manuel il joue à Candy Crush, là il est sur son téléphone. Ouais. Pas Ça aujourd'hui. va tu t'en sors? T'es au niveau combien depuis le temps? Ça va, je n'ai jamais de jeu sur mon téléphone. Tu rigoles ou quoi? Tu fais que ça de tes journées? Hier, je l'ai entendu dire, parce qu'on lui proposait un call aujourd'hui, demain, je suis en train de booker dans mon agenda les moments où je vais pisser, mais vas-y, je t'écoute quand même au cas où. Donc, je pense que c'était une journée compliquée. Oui, C'est mais il vrai. dit à personne qui va pisser pour jouer à Farmville. Pourquoi il reste une T'imagines demi-heure à ton avis? Parce Un qu'il jour, tu il découvres que plante des Manuel... choux toute la journée. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, écoute, aujourd'hui j'ai lu une newsletter d'un mec qui s'appelle Matt Gray. Et c'est moi qui fous rien. Bah, excuse-moi, mais... Aujourd'hui, t'as- t'as lu une newsletter. C'est t'as- la seule activité de la journée. Elle était longue. Ah, bah voilà. Quand même, c'est une très longue newsletter. donc, Il a un sujet, oui. attends, arrête. Oui, excuse-moi. Tu vas le décourager. De 8h à 17h, oui, j'ai fait que ça, pardon. D'accord, Donc j'ai lu une newsletter, ce qui m'amène à avoir un sujet pour ce podcast, Manuel. c'est bien. Des règles pour devenir, en gros, le meilleur de sa catégorie de business. Ça marche aussi pour dans les catégories artistiques, etc. Être le meilleur, se consacrer totalement à son art ou à son business. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Je pense que c'est des valeurs qu'on a communément, donc j'avais envie de vous les raconter pour voir un petit peu vos réactions et qu'on échange autour de ça. Ok. Est-ce que ça vous va? Qui est Matt Gray? Matt Gray, c'est un mec, je connais pas son parcours, je sais juste qu'il crée des systèmes. Ok. Il a une newsletter dans lesquelles il raconte ses systèmes et très souvent c'est très pertinent. Ok. Stylé. Des systèmes. Des systèmes. Bah moi j'ai lu qu'une seule newsletter, c'était celle de Manuel ce week-end. Oui, bah on s'en doute bien. Déjà, c'est faux parce que j'en ai pas envoyé ce week-end. Ah non, c'était le week-end dernier, t'as raison. Oh le mensonge! C'est vrai. En flag. En plus c'est un mensonge. Bah qu'est-ce qui nous prouve que tu l'as lu le week-end dernier du coup? Alors, Ça le parlait de premier quoi? point... C'était- Ok, voilà. Donc première règle, trouvez votre obsession. Trop d'entrepreneurs ne considèrent pas l'engagement requis pour devenir un champion de leur catégorie. Michael Jordan s'est entraîné 5 heures par jour pour devenir le meilleur basketteur du monde. Il n'aurait pas pu faire ça s'il n'avait pas été obsédé par le basket. Il doit y avoir un alignement interne avec ce que vous construisez dès le premier jour, sinon vous ne tiendrez pas la distance et ne dominerez jamais votre catégorie. Pour trouver votre obsession, vous pouvez vous pencher sur l'ikigai, dont on avait parlé, Manuel, dans un précédent podcast sur la philosophie japonaise, qui est le juste milieu, en gros, entre votre passion, ce que vous aimez faire, votre vocation, ce à quoi vous êtes bon, votre mission, ce dont tout le monde a besoin, et votre profession, ce pourquoi vous pouvez être payé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette obsession? C'est nécessaire? Pour moi complètement, et je pense qu'on l'a, t'as raison, au début on l'a fait tous les trois, peut-être même sans trop s'en rendre compte au début. Ouais. On est tombé dans... On a eu la chance de pas trop batailler pour trouver notre obsession. Et du coup notre passion, parce que parfois, quand je parle à des jeunes, ils me disent je sais pas trop par quoi je suis passionné, je me cherche, et d'un autre côté, ils enchaînent les années d'études dans un truc où ils aiment peut-être pas forcément ce qu'ils font, mais ils ont jamais pris le temps de s'arrêter 3 mois, 6 mois, 1 an pour découvrir ce qu'ils aimaient vraiment. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans l'ikigai, c'est que ça tient quand même compte d'une réalité économique et Oui. business, qui est que tu peux très bien avoir une passion, mais si c'est un truc qui ne concerne personne à part toi, Exemple, Manuel. Quoi? J'attends un exemple Ouais. un peu bizarre que Manuel va avoir en idée. Ah, je croyais que c'était moi l'exemple. Je Ah non, non, comprenais non, pas. non. exemple Manuel. Manuel est passionnant, mais que pour lui. Exemple d'une profession qui ne marcherait pas du tout, enfin d'une passion qui ne marcherait pas du tout en profession. Je sais pas. Moi, je le trouve déjà très très douteux les gens qui viennent te voir pour te dire tu peux m'aider à trouver ma passion? Il y a des gens qui viennent te voir pour dire ça. Mais il y en a plein. Déjà, je trouve ça très bizarre en fait. Bah, la passion, tu la trouves, tu le cherches dans toi en fait. C'est pas un moteur de recherche de la passion. Non. Pour l'instant, peut-être qu'une IA bientôt. Peut-être. Ou alors un test Facebook pour trouver ta passion. Ouais, je suis pas sûr. Mais donc voilà. Après, c'est sûr que si ta passion c'est les trèfles à 6 feuilles et tu vois, voilà. bah, c'est compliqué quoi. Je sais pas, ça peut se revendre. Hein. Sûrement. Mais je pense que la taille du marché est pas énormissime. Elle est pas énorme. Mm. Elle est pas énorme. Par C'est- rapport à c'est- l'effort fourni pour le trouver. C'est ce qu'il y a de bien dans l'ikigai. Ouais. C'est ce compromis entre ta passion, ta valeur, le marché. Voilà. Après, vous pouvez très bien vous consacrer toute votre vie à une passion qui concerne très peu de gens. Vous pouvez être dans un truc niche qui rapporte pas beaucoup d'argent. Mais dans ce cas-là, faut changer un peu vos ambitions. Tu peux même être passionné par un truc et décider d'essayer d'en vivre Mm. et d'accepter le fait que tu vas mal en vivre. Bien sûr. Voilà. Ouais, complètement. Et il y a des gens qui se disent bon bah voilà, j'aurais pas ces moyens-là ou j'aurais pas ce niveau de revenu, mais je suis très heureux de vivre de cette passion. Carrément. Ça me fait penser à un créateur de contenu que j'aime beaucoup qui a changé radicalement de thématique et qui maintenant fait
de la cuisine, Gigmé. du jardinage, J'y pensais etc. aussi. Et je trouve ça fabuleux parce que je lisais un thread où il explique que, bah oui, il a changé complètement de philosophie de vie, de thématique, donc il C'est gagne. Jigmé. C'est un gars qui faisait des podcasts à l'origine, Mhm. d'humour. Et comme dit Romain, il a déménagé dans une maison full campagne. Je pense qu'il n'y a pas la fibre. Pour uploader ses vidéos, ça doit être un peu compliqué. Et en fait, il se montre sur TikTok toute la journée en train de cuisiner, faire du jardinage, etc. Il n'y a pas la fibre, mais il fait pousser des fibres. Et il est super heureux. C'est ça que je trouve Bien sûr. génial. Donc c'est là où je vous rejoins. Je pense qu'à un moment, ça doit prendre le dessus. Après, il me semble qu'il fait pousser du cannabis dans son jardin. Non. Du coup, en termes de revenus, ça va. Par contre, il fait des belles collabs avec des marques. Ça, c'est vrai. Bah, tu vois, Pas beaucoup, comme mais quoi. 2-3 dans l'année. Tu as très ciblé. Niche, Ouais. très ciblé, 2-3 dans l'année. Et ça Comme fonctionne. quoi, par contre, tout est conciliable. Ouais. Même si peut-être on dirait pas de loin, vous pouvez faire d'une petite niche, d'un truc qui apparemment intéresse pas grand monde, Mhm. un truc qui finalement marche bien. Du moment que vous vendez de la drogue en parallèle, visiblement. Exactement, tout à fait. N'écoutez Pardon. pas Mais si tu nous écoutes. Père Manuel. Oh là là. Je sais pas, hein, j'écoute votre histoire, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Bah, pars du principe que tout ce que je te dis. Ça te plairait beaucoup, toi qui aimes bien le travail un peu joli, fait maison, artisanal, etc. Je pense que les contenus te plairaient. Ah ouais, c'est génial. J'avais envie de rappeler cette phrase de Steve Jobs qui disait qu'en gros, si c'était pas ta passion, tu quitterais avant parce que c'est tellement douloureux et d'être obsessionnel et de toujours chercher à améliorer un truc de façon obsessionnelle qu'il n'y a que la passion qui te fait tenir. Ouais, bah, on est d'accord que il faut être obsessionnel pour devenir ne serait-ce qu'un des champions de sa catégorie. Mais toute la difficulté, c'est d'être obsessionnel sans être buté. C'est dur. C'est ça qui est difficile. Comment C'est tu fais la que différence? À partir de quand tu es encore obsessionnel et tu n'es pas encore buté, ou à partir de quand tu deviens buté. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu peux avoir des signaux contradictoires qui te disent on croit pas à ce que tu fais, etc., etc. Tout un tas de gens qui te disent ça. Moi, je l'ai vécu au début de ma carrière. Des gens qui croyaient pas à cette industrie, qui croyaient pas même à Internet de façon générale. Et toc. Et si tu les écoutes, t'arrêtes. Donc t'as toujours cette petite traversée du désert où tu te dis putain, je continue, mais ils sont quand même nombreux à me dire ça. Est-ce que j'ai raison de continuer ou est-ce que j'ai tort? Et en fait, il faut juste mesurer la tendance. En fait. C'est de se dire est-ce qu'il y a 100% des voix qui disent c'est nul? Et puis est-ce que demain c'est 98%? Est-ce que après demain c'est 95%? Et même si ça va lentement, c'est intéressant. Si la part de voix autour de toi ne bouge jamais au bout d'un certain temps, tu peux considérer que tu es un peu buté. Le plus dur, je pense, c'est très facile d'avoir une obsession. Ce qui est difficile, c'est de la tenir. Avoir une obsession qui dure quelques semaines, voire quelques mois, c'est hyper simple. Tu te mets un truc en tête, ça te fait une motivation du moment, mais peut-être que tu vas en trouver une autre, ou peut-être que tu vas pas tenir parce que ça te met dans un burn-out pas possible de ne penser qu'à une chose. C'est hyper difficile en revanche, et c'est là que la passion intervient, et c'est là que ton travail challenge finalement ta passion. C'est que être obsessionnel sur des années, c'est essentiel pour ton business, pour ta réussite, mais c'est très dur à tenir. En fait, pour ça, il faut que tu apprécies ce sur quoi tu travailles sans imaginer une quelconque finalité. C'est ce qui parfois est difficile, c'est que les êtres humains ont besoin de se dire je fais tout ça pour quelque chose. Alors si c'est pour l'argent, t'es souvent très déçu. C'est une bombe à retardement, parce que une fois que t'as l'argent, t'es super frustré. Tu te dis putain, non seulement je me suis fait chier, en plus là il se passe pas grand chose, il y a pas d'autres aventures, etc. Donc je pense que le plus dur c'est justement, et c'est la passion qui nourrit ça, c'est de se dire que tous les jours tu continues sans pour autant qu'il y ait une date de fin. Tu le fais pas forcément pour une finalité, tu le fais juste parce que la journée de la veille t'a plu et que tu te dis il faut que ça recommence. Ouais. Et il se trouve que ça dure 10 ans, 15 ans, 30 ans. Après... Mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas si simple de faire de ta passion ton travail. Moi il y a plein de moments où ça m'a challengé et j'étais pas sûr que c'était finalement ce que j'avais envie de faire. Alors c'est que clair. la plupart du temps ça me semble évident que c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Mais il y a plein de moments où je me disais en fait je sais pas si je suis fait pour ça et si c'était pas mieux quand c'était juste une passion que je faisais pas tous les jours, toute la journée. C'est pas si simple. C'est pour ça si vous avez un truc, vous avez l'impression que ça vous plaît beaucoup, que vous pourrez faire ça toute votre vie. Mais il y a quelques tâches, il y a quelques journées qui sont difficiles, ça remet pas tout en cause. Ça fait partie du travail. Bien sûr. Et c'est pour ça que parfois, et je pense qu'il faut aussi le dire,
en fonction de ta passion, garde-la comme passion. N'essaie pas tout le temps d'en faire un travail. C'est pas parce que c'est ta passion que tu dois te dire, c'est comme la tarte au chocolat, c'est sympa quand tu la manges une fois chez mamie, mais si tu dois la bouffer matin, midi, soir, tout d'un coup, t'as envie de dégueuler. Bon, ou alors essaie et tu en tireras les conclusions que tu dois tirer. Et tu peux avoir une passion boulot et une passion à côté qui peut être un sport, qui peut être complètement autre chose. Et... Par exemple, Manuel n'a pas lancé un blog sur la nutrition des chats. Par exemple, il aurait pu. Je pense que tu aurais fait fortune là-dessus. Peut-être le coach que par contre, en nutrition de félins. C'est sûr, quand tu vois le marché des habits pour animaux, ça pèse tellement que c'est clair. Manuel, des formations. Vu que mon chat est légèrement surpoids, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est peut-être pas une bonne pub. Deuxième point, celle-là je l'adore. Créez votre catégorie. Il y a une citation de Seth Godin qui dit « Dans un marché animé, ne pas se démarquer revient à être invisible ». Le meilleur moyen de trouver votre catégorie, c'est de la créer, parce que personne ne peut rivaliser sur quelque chose qui vous est unique, qui vous est propre. Quelque chose de suffisamment familier pour que les gens comprennent ce que vous faites, mais suffisamment personnel pour que vous possédiez votre spécialisation. Votre catégorie doit être la combinaison d'une compétence unique et d'un besoin commun. Et il donne une analogie dans un de ses livres, qui, je pense, permet à tout le monde de comprendre. Pendant tout un moment, on a vendu du pain. Alors c'est aux US, ils savent pas ce que c'est que le pain aux US. Donc c'était des espèces de brioches. Puis il y a un mec qui s'est dit, je vais vendre du pain tranché. Et donc il a pris du pain que tout le monde connaît, une catégorie que tout le monde connaît. C'est incroyable. Et il a innové. Il a dit, les mecs, qu'est-ce qu'ils font tous les matins ? Ils coupent des tranches, ils y arrivent plus ou moins bien d'ailleurs. Et avec ces tranches, ils font des tartines. Donc soit ils font des sandwichs, ou ils mettent des barres de cacahuètes, des tonnes de merde dessus. Et moi je vais leur vendre le pain directement tranché, ça ira plus vite. Et après ils ont fait du pain de mie tranché, et après pain de mie tranché sans la croûte. Donc c'est quand les Américains disent du pain, c'est du pain de mie. D'accord. Ils savent pas ce que c'est, autre chose. Et en fait, la seule différence, c'est qu'il a multiplié le prix par 5. Incroyable. Et les gens se sont mis à l'acheter, en fait, parce que c'était hyper pratique. Donc, c'est une catégorie que les gens connaissent, comprennent. Ils la comprennent, et il a apporté une forme d'innovation d'usage qui est adaptée à la réalité de ce que les gens font avec le produit qu'ils achètent. Donc il a simplifié l'usage. Il fait quasiment de l'UX sur du pain de mie. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que j'essaie constamment d'expliquer à mon audience que l'innovation, c'est pas forcément une révolution technique. C'est simplement une révolution d'usage. Je suis d'accord. Tu réponds à un besoin par une astuce, une ingéniosité. J'allais vous poser la question du coup si c'est, et je pense que oui, si c'est ce qui fait que les marques révolutionnent beaucoup plus rarement un marché qu'elles innovent. C'est toujours plus facile d'innover dans quelque chose qui existe déjà, qui est déjà consommé, où tu apportes un truc un peu plus waouh, plutôt que je pense à Apple avec l'ordinateur spatial. Ça arrive, tout le monde pense que c'est un casque, et puis en fait quand tu t'intéresses vraiment au produit, c'est un nouveau produit qui n'existe pas. C'est beaucoup plus dur, c'est un challenge beaucoup plus gros à la fin. Ça se confond, pour moi c'est quasiment les mêmes innovations au-delà de la technique. L'exemple avec le pain de mie, il est bon parce que ils ont pas inventé le couteau pour le couper, ils ont pas inventé le pain, simplement ils ont fait un ensemble qui marche bien et qui répond à un besoin que les gens connaissaient peut-être même pas. Et l'informatique spatiale, tu retires toute la technique, etc., qu'ils ont pas inventé, ils ont pas inventé les trucs qui sont dans le casque. Simplement, ils l'ont fait mieux que les autres et ils ont fait une combinaison qui est unique et qui répond à un vrai besoin. Et en général, quand cette innovation est bonne, elle tue la précédente génération. Alors, à l'époque où on envoyait des lettres, c'est une époque que tu as du mal à comprendre, Romain, en papier qu'on mettait dans des boîtes aux lettres, etc. C'est compliqué ça. Il y a eu une époque où tu achetais des timbres, il fallait tirer ta langue et coller les timbres. Tu l'as fait ça vraiment ? Voilà. Et puis ensuite, il y a un mec qui s'est dit, mais pourquoi on ferait pas des timbres autocollants ? C'est une bonne idée, c'est une super idée. Et c'est la Poste. Ça tenait bien avec de la salive ? Oui, alors les gens un peu organisés qui faisaient beaucoup de courrier, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, t'as une langue, c'est plus une langue, c'est de la moquette. Ou alors il reste. Les secrétaires avaient sur leur bureau des petits tampons humectés. C'est génial. Et elles humectaient le timbre, puis elles le collaient sur l'enveloppe. Parce qu'au passage, quand tu lèches le timbre, tu laisses ton ADN sur l'enveloppe. Donc si c'est pour envoyer des menaces de mort, c'est un peu con. Ah putain, vrai, j'y ai pas pensé. Ah ouais. C'est sympa le genre de courrier que t'as envoyé. Mais à ton époque, ça n'existait pas l'ADN. L'ADN, il a toujours existé. C'est juste, non, mais les menaces de mort, un peu plus. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, mais tu vois, ça tient à pas grand-chose. En fait, ça aussi, c'est une innovation d'usage. En fait, mais des trucs comme ça, il y en a plein autour de nous.
Alors écologiquement c'est dommage, mais parce que ça peut pas tenir. Mais dans les cigarettes électroniques, il y a ce que les jeunes consomment là comme des porcs là, qui sont les puffs. Alors écologiquement c'est un désastre. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans d'ailleurs, mais c'est une innovation d'usage. La clope électronique c'est chiant, il faut du liquide, des résistances, il faut changer le bordel, etc., etc. Bah là c'est simple. T'as mis le taf dessus, quand c'est fini tu la jettes. Ouais. Alors encore une fois, écologiquement ça n'est pas responsable. Mais c'est une innovation d'usage. Je prends un produit que tout le monde connaît, j'en simplifie l'usage et je le rends disponible. J'ai rien inventé, j'ai juste observé ce qui dérangeait les gens dans l'usage d'un produit connu. Ouais. Et il y a des tonnes de niches, de marchés disponibles où il suffit de résoudre un problème de façon industrielle pour prendre le leadership sur ce marché. Tout peut être disrupté juste avec un tour de magie, en fait, qui ne demande pas forcément une innovation technologique ou technique, c'est simplement une bonne idée. Pour citer une innovation qui est une ignominie pour nous les Français, le bouchon en liège. Nous on fait du vin, on vend des bouteilles de vin avec un bouchon en liège. Tu me fais peur, oui. Et les Américains, ils font un bouchon qui a l'air d'être du liège, mais qui est en plastique. Ah, ils sont forts, ces Américains. Il y a pire, il y a la bouteille aussi, le vin avec le... Avec la vis. Avec la vis, là. Ouais, ça, c'est comme une encore canette pire. de coca, quoi. Il y a cette étape du bouchon plastifié qui ne va pas se détériorer, qui ne va pas transmettre un mauvais goût au vin, qui va pas se détériorer avec le temps, etc., etc. Pour nous, Français, c'est une ignominie. À plein d'endroits dans la planète, c'est quand même très, très pratique. Après, ils donnent pas un mauvais goût au vin, faut voir le vin qu'ils mettent dedans, quand même. Bah, ça donne pas un mauvais goût à un truc qui peut ne pas être très bon de base, hein, c'est possible. Mais il y a de très bons vins ailleurs qu'en France. Et tout ce qu'il y a entre la bonne idée et le produit à la fin, c'est le boulot d'un entrepreneur, alors. Ouais. Parce qu'on se dit que c'est facile, mais putain, quand tu vois le taf qu'il y a au milieu, aller sourcer ton usine, faire le produit, faire les protos, faire ton site web, faire ton marketing, trouver les distributeurs. Si t'es entrepreneur, c'est ton travail de résoudre un problème. Un problème que les gens ont. C'est juste ça. Tout ce qu'il y a autour, c'est de l'enrobage, mais le plus important, l'essentiel, c'est ton idée, c'est le problème que c'est ta solution à un problème que les gens ont. C'est ce qui va aussi associer tes équipes. Ouais. Donc c'est important. Et ce que j'aime beaucoup, je me reconnais beaucoup dans ce point, parce que c'est ce que j'ai fait moi personnellement sur YouTube. J'ai créé un truc, un format qui n'existait pas, dans un truc qui n'était pas surchargé, parce que la tech, il y a déjà pas mal de monde, mais il y a aussi beaucoup de monde qui répète toujours un peu les mêmes infos, etc., avec leur personnalité, mais c'est très difficile de les différencier en une phrase. Moi, je sais que j'ai apporté un format qui était difficile à comprendre au début, qui m'a valu beaucoup de critiques parce que c'était un truc qui était un peu nouveau, mais j'ai construit ma réputation sur une forme d'innovation dans le YouTube Tech. Tu prends un secteur, tu parles des mêmes sujets, mais pas comme les autres. Exactement. Ce qui est pas si compliqué, ça demande juste de mettre ta personnalité, en fait. Et ça marche qu'à partir du moment où ça n'est pas de la posture. C'est pour ça que ça doit être relié à ta passion. C'est-à-dire que tu peux pas faker le fait de ne pas être comme les autres. Le fait de ne pas être comme les autres est une conséquence de ta passion. Ta passion, c'est d'analyser les usages, de voir comment les gens se l'approprient, de réfléchir fondamentalement à comment cette technologie va potentiellement changer la façon dont on vit, etc. Toi, c'est ta passion, Léo. Tu l'as pas fait pour être différent du game de la tech sur YouTube. C'est par conviction. Le problème d'une conviction et d'un truc un peu différent, c'est qu'au début, il est confronté à la vie des gens. Je pense que le gars qui a dit à ses potes, je vais faire du pain, mais déjà tranché, et ça va coûter 2 € plus cher. Le pire, celui On qui s'est foutu de sa gueule, je pense. Quand il enlève la croûte, je pense que là, les gens autour, ils doivent se dire, il est complètement con, quoi. Je pense qu'on s'est foutu de sa gueule. C'est exactement ça. Pas faut réussir à l'accepter. Il y a un autre point. Bien sûr, j'en ai 20 pour toi, Manuel. Ah, carrément. Il a plein d'autres problèmes à régler, c'est pour ça. 3e point, privilégiez la qualité à la quantité. Parce que la qualité de votre audience est beaucoup plus importante que la taille de votre audience. Restez fidèle à votre vision et à vos valeurs, et l'élan que vous créerez vous mènera bien plus loin. Parce qu'il a été construit par de vrais fans enthousiastes qui croient en vous, en votre marque, pas par une bande de fanatiques qui recherchent juste le prochain truc à la mode. Mais ça, c'est très très important parce que moi, je passe beaucoup de temps chez Influx à expliquer aux créateurs qu'on représente que avoir de l'audience, c'est très bien. La course à l'audience en nombre d'abonnés, nombre de vues, etc., etc., bon, pourquoi pas. Mais la différence entre des gens qui regardent tes contenus et des gens qui passent à l'action en fonction de ce que tu leur demandes, ça peut être faire une action spécifique, acheter un produit,
s'inscrire à quelque chose, bah là, c'est pas pareil. Et c'est là où tu vois le véritable impact que tu as et la véritable relation que tu as avec ta communauté. Parce que regarder des contenus, c'est gratuit, c'est distrayant, surtout pour des gens qui passent leur temps à swiper du contenu sur les réseaux sociaux ou à tuer du temps. Ça ne demande aucun effort aux gens. Et donc, c'est la différence entre une audience qui est là un peu par, on va dire, que tu es distrayant pour eux, et une audience engagée. Et d'ailleurs, c'est la différence entre un contenu TikTok. Tu swipes, tu arrives sur un contenu que tu n'as pas choisi, tu le regardes plus ou moins, tu swipes au suivant ou tu le regardes jusqu'au bout, ou un contenu que tu choisis de regarder, YouTube, tu as une page d'accueil avec plein de contenus, et puis tu en choisis un et tu choisis de le regarder. Ça, c'est fou la différence. Et la valeur de l'engagement n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, ça se voit dans les commentaires. Et dans la désirabilité, c'est... Par contre, sur le côté faire moins de contenu, mais plus qualitatif, etc., je suis d'accord une fois que tu sais ce que tu dois faire. Je pense qu'au début, Léo et moi, ça nous a beaucoup aidé, et je parle pour toi aussi, tu me dis si je me trompe Léo, mais ça nous a beaucoup aidé de bêta-tester plein de trucs. Quand tu lances ton truc au début, tu as besoin de faire plein d'essais, d'essayer de voir comment réagit le marché, etc. À mon sens. C'est super bien. Et il y a un mec qui fait ça très très bien sur Internet, c'est Antoine BM. J'allais parler d'Antoine BM. Ah bah voilà. Vas-y, check. J'allais dire... Antoine, il passe son temps à dire tout et son contraire. Tu vois un contenu un jour, il dit bah, j'arrête Instagram. C'est vrai, il teste plein de trucs. 3 jours avant, il t'a dit comment je suis arrivé à percer sur Instagram en faisant un contenu par jour. Et puis je lance un canal Telegram. Ah ouais, finalement je le ferme, etc., etc. Mais il n'y a aucune contradiction là-dedans. Il y a juste la volonté de quelqu'un qui est en train de chercher plein de solutions, complètement, utiliser plein de modalités différentes pour essayer d'avoir la relation la plus proche, la plus pertinente avec sa communauté et d'apporter de la valeur à sa communauté et d'engager le plus correctement possible avec sa communauté. Donc là où il y a des gens qui voient de la contradiction, c'est des gens qui aiment être dans un paysage connu, qui ne bouge pas, dans lequel il y a assez peu d'innovation et qui aiment plutôt dérouler des stratégies dans un paysage vraiment qui ne bouge pas. Mais dans notre univers à nous, ça n'arrête pas de bouger. Les plateformes essayent des nouveaux trucs. YouTube lance les formats courts avec les shorts, là où c'était réservé à TikTok principalement, et puis un petit peu Instagram qui les a rejoints avec les Reels. Puis maintenant, tu as Insta qui lance les channels unidirectionnels pour les créateurs, de façon à ce qu'ils puissent parler dans une espèce de chat avec leur communauté, mais leur communauté ne peut pas répondre. Donc c'est une espèce de canal Telegram dans Instagram. Et au milieu, il y a Dailymotion qui dit vous vous souvenez de moi ? Ouais, il y a Dailymotion qui lève la main pour dire je suis pas totalement mort, mais enfin bon quand même. D'ailleurs, je discutais avec un photographe et je lui ai expliqué que la fameuse fin de la photographie sur Instagram, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver aux photographes. Parce que de mon point de vue personnel, j'ai jamais suivi autant de photographes que depuis qu'ils ont été forcés à se mettre à la vidéo. Et est-ce que tu peux nous donner ton point de vue qui n'est pas personnel ? J'étais sûr qu'il allait le faire. Mon point de vue impersonnel, c'est le même en fait. Ah, bah voilà. J'ai jamais suivi autant de photographes et regardé autant les profils de photographes, donc avec leurs photos, etc., que depuis qu'ils ont été forcés à les mettre un peu en vidéo, à les enrober de contenus qui sont un peu plus faciles à appréhender et à découvrir. Donc même les plateformes se mettent un peu à forcer leurs utilisateurs, leurs créateurs à tester de nouvelles choses pour innover un peu et pour évoluer en fonction des besoins des utilisateurs. Mais pour rejoindre le point que tu citais, je pense pas qu'il faille absolument avoir une audience gigantesque et massive pour avoir du succès. Ah non. Parce que ce qui est important, c'est ta pertinence dans ta thématique. Pour avoir testé les deux, je vous le confirme. Hein. C'est pas... et d'ailleurs, en général, c'est plutôt antinomique. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une audience massive et de rester pertinent. Ouais. Parce que plus tu as une audience massive, plus tu es tenté d'essayer de plaire au maximum à ton audience, et donc de simplifier tes messages, de diluer ton discours, de te disperser en thématiques parce que forcément il faut en donner un peu pour tout le monde, etc., etc. Et donc ce qui est très difficile pour les créateurs qui sont de plus en plus massifs et de plus en plus suivis, c'est de rester pertinent et d'avoir des taux d'engagement qui restent bons, ce qui est rare. Et Antoine BM, qui vend des formations sur l'entrepreneuriat, est un très bon exemple du fait que ton audience mérite plus à être de qualité, à être qualitative,
que quantitative. Parce qu'en fait, lui, une très grande audience, ça lui sert pas à grand chose, puisque son travail, c'est de vendre des formations. Il sait très bien qu'il pourrait faire des TikTok avec des millions de vues, il vendrait pas des millions de formations. Par contre, il a réussi à accumuler une communauté qui le suit sur sa newsletter ou sur Telegram en fonction du mois de l'année, et qui, elle, va, comme elle est qualitative, comme elle aime vraiment ses formations, elle aime vraiment qui il est et ce qu'il a apporté, sa valeur, et ben, elle va acheter ses formations. C'est surtout qu'il a accepté le fait que y a une différence entre ton ego et ton succès business. Ouais. Tu peux être un parfait inconnu pour les mecs dans la rue et avoir un très bon succès business pour autant. En plus, Antoine, il est extrêmement transparent sur ses chiffres, sa performance business, c'est assez remarquable. Il dit combien il fait de chiffre d'affaires, combien de formations il a vendu, il se donne des petits objectifs de chiffre d'affaires. Il se donne des objectifs en public, etc. Il dit s'il y arrive, s'il n'y arrive pas. Moi, je trouve ça remarquable. Ouais. Et il a fait, de mon point de vue, une véritable différence entre sa petite personne et son ego et son succès business. Et il sait que les gens qui sont intéressés par ce qu'il a à dire le suivront, même s'il change 5 fois de conviction et de canal et de plateforme dans l'année. Combien de fois il a annoncé qu'il arrêtait YouTube, puis qu'il reprenait YouTube, et puis que... Enfin, tu vois. Et ça, tu peux te le permettre que si ce que tu fais est qualitatif. Bien sûr. Parce que sinon, les gens te suivent un peu par accident. Et si vous êtes un créateur qui démarre, etc., posez-vous la seule question qui vaille, c'est est-ce que j'apporte de la valeur dans ma verticale, dans ma catégorie, et la question, c'est pas combien d'abonnés, combien de vues, voilà. Alors, si vous avez 3 abonnés et 8 vues, et elles font toute partie de votre famille, il y a peut-être un problème. Mais le sujet n'est pas celui-là en premier. Si vous êtes pertinent, que vous apportez de la valeur, qu'il y a des gens qui vous découvrent et que vous avez une croissance lente mais constante, ça finira par fonctionner à un moment ou à un autre. En général, il y a un exemple qu'on sort quand on parle de qualité versus quantité, c'est Casey Neistat qu'on sort. Bien. Casey Neistat, c'est quelqu'un qui a répété plein de fois sur YouTube que la quantité c'était hyper important et qu'il fallait être là tous les jours, et c'est pour ça qu'il faisait du daily vlog. C'est vrai. Sauf que Casey, en fait, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Ça faisait 20 ans qu'il faisait de la vidéo. Donc lui, il savait être qualitatif tous les jours. Quand tu arrives dans un truc et que tu te dis, tiens, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, je vais apprendre à filmer, etc., machin, et je vais balancer un truc tous les jours, tu feras pas du qualitatif. Tu vas juste te mettre dans la merde de putain, faut que je poste et tu vas rien apprendre, en fait. Tu vas juste faire des contenus qui sont pas ouf, que personne va vouloir regarder. Donc je trouve que c'est ça. C'est un très mauvais exemple. Et c'était pas un super conseil de sa part. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en moyenne, chez Influx, on commence à parler avec un créateur qu'on a envie de recruter qu'au bout de 8 à 9 mois d'observation. Parce que on sait que des gens qui démarrent frénétiquement sur un rythme très élevé, la réalité, c'est que tu as des chances que dans les 3 premiers mois, ça s'arrête. Parce que ça va être dur de tenir ce rythme si tu n'es pas véritablement passionné. Donc, il faut regarder le track record, tout ce qui s'est passé dans l'historique de cette personne, et il faut regarder si son positionnement actuel va durer. Quatrième point, qui peut avoir l'air de contredire ce qu'on vient de dire, mais c'est pas le cas. Montrez-vous tout le temps. Même si vous devez privilégier la qualité à la quantité, vous devez vous montrer un maximum. Sans ça, vous serez peut-être le meilleur, mais personne ne le saura. Ne travaillez pas dans l'ombre, montrez vos efforts, célébrez vos résultats, établissez des relations pour qu'on ne voit que vous. Le savoir-faire, le faire savoir. Ouais. Les anglo-saxons sont meilleurs que nous là-dessus. Ça me fait penser à un pote, on cite tout le monde dans ce podcast, donc je le cite aussi, Julien Gauger. Julien Gauger, il fait pas beaucoup de contenu, il est sur Instagram, sur YouTube, il fait quelques contenus parfois un peu waouh. Par contre, tu vas à tous les événements, automobiles, soirées, il y est à chaque fois. Et il connaît tout le monde. Et pourtant, tu vas sur ses réseaux et tu te dis, bah, il y a des belles photos, c'est bien foutu, il y a une histoire à chaque fois, il fait beaucoup de stories que j'adore. C'est vraiment vie ma vie, mais version un peu scénarisée de temps en temps. Et c'est exactement cet exemple. Et je pense que c'est celui que j'ai accepté au tout début quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était d'aller voir des marques, d'aller à tous les événements, d'essayer d'être présent, de faire parler de moi, alors que je faisais pas une vidéo par jour, j'en faisais une par semaine, ce qui était déjà un rythme énorme, tu vois. Je connais pas cette personne. Ça, tu sais le faire, toi, Romain, te faire voir, te montrer. Ouais, et pour autant, j'ai essayé, surtout avec les conseils de Monsieur Manuel. Moi, je lui dis toujours d'aller se faire voir. C'est bien, elle est bien celle-là. C'est dur
de se faire voir tout en étant désirable, je trouve. Ouais. C'est la justesse. En général, c'est un peu la posture qu'on essaie d'adopter, c'est de pas trop se montrer, de pas aller trop soirée, de faire un peu de jouer un peu le mystère en mode j'ai trop de travail, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est juste, les gens pensent pas à toi puisqu'ils te voient pas. Moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre ce truc-là. J'étais beaucoup dans cet esprit de, il faut pas trop qu'on me voit, sur Twitter, faut que je sois là qu'une fois par mois quand je drop une vidéo de manière un peu mystérieuse et terminée. J'ai mis vachement de temps à me dire, en fait, c'est logique, si t'es pas là, les gens te voient pas. Et il y a vraiment personne qui se dit putain, il est où Léo Duff ? Personne ne s'est jamais dit ça. Donc j'essaie de me montrer un peu plus. Ça rejoint le fait de mettre son ego de côté. Ouais, carrément. Ça fait mal. Enfin, de là à être exhibo, on va doser maintenant. Bon, week-end. T'as un 5e... J'ai un 5e point. La clarté vient avec l'action. Ça peut prendre du temps de trouver votre obsession, d'affiner votre créneau et de devenir le meilleur dans votre business. Et vous ne réussirez pas du premier coup. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, des compétences et des feedbacks, il vous sera plus facile de réaliser ce que vous voulez faire. Mais si vous laissez la peur de l'échec vous empêcher de commencer, vous ne commencerez jamais. Soyez clair sur vos objectifs, prêtez attention à toutes les données que vous avez, triez celles qui sont pertinentes et persistez dans ce système pour devenir le meilleur. Moi, j'ai rien à ajouter. C'était clair. À la fin de la fin, il faut juste y aller en fait. C'est sûr que si tu t'assois pour y réfléchir très très longtemps, Ça passera rien. Donc juste écoutez l'intégralité des speakeasy et ensuite vous pourrez commencer. Non, c'est pas un bon conseil ? Un con qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent assis. C'est vrai. Bon, voilà. C'est bien dit. C'est une bonne conclusion. Merci les gars. La bise. Salut.